Nouveaux horizons pour l'industrie française et pour Ametra. Comment penser l'industrie de demain? On en parle avec vous, Anne-Charlotte Fredenucci. Alors, vous êtes à la tête d'Ametra depuis une dizaine d'années. Vous avez réussi à redresser l'entreprise. Quelle a été votre stratégie? Depuis 2009, depuis que j'ai repris cette entreprise familiale, ma stratégie, c'est remonter dans la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on apporte davantage de valeur ajoutée aux clients? Ça a été mon obsession. Alors, sans vous refaire toute l'histoire, Ametra, au début, c'était un bureau d'études mécaniques d'un côté et puis une usine de sous-traitance électronique de l'autre. Donc, deux activités très disjointes et qui n'étaient finalement pas très haut dans la valeur qu'on apportait à nos clients. Nos clients, déjà, à l'époque, étaient dans l'aéronautique, dans la défense, dans le nucléaire, dans le ferroviaire, dans le médical, mais avec beaucoup moins de diversification. On était très tourné aéronautique. Et donc, comment est-ce qu'on est remonté dans la chaîne de valeur? Pour la partie ingénierie, bureau d'études, on a développé des activités en dehors de la mécanique, donc on a développé de la conception de produits électriques, électroniques. Alors qu'est-ce qu'un bureau d'études? Pour ceux qui ne sauraient pas, concrètement, on dessine. Avant, on dessinait avec un papier et un crayon, et aujourd'hui, on dessine sur ordinateur, en conception assistée sur ordinateur, en CAO. On dessine un morceau d'avion, un morceau de char, un morceau de bateau, un morceau de sous-marin, etc. On dessine les produits industriels de demain. Donc dans notre bureau d'études, la stratégie, ça a été élargir le type de produit, le type de système sur lequel on peut intervenir. On l'évoquait avec l'importance que prennent les semi-conducteurs aujourd'hui. Il n'y a plus un seul système qui soit purement mécanique. Donc chez Ametra, on peut maintenant concevoir des systèmes mécaniques, mais on peut aussi ajouter la couche électrique, électronique. On peut concevoir un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet, et donc prendre des engagements de résultats en garantissant aux clients qualité, coût, délai sur des projets au forfait que nous prenons chez nous, des projets beaucoup plus larges donc que ce qu'on faisait précédemment. Et en parallèle, dans la partie fabrication du groupe Ametra, qui s'appelait précédemment Anjou Électronique et qu'on a rebaptisé aussi dans une logique de marque unique à l'intérieur du groupe Ametra, dans cette partie fabrication, où précédemment on recevait des clients, ce qu'on appelle dans notre jargon industriel un panier garni, c'est-à-dire un carton dans lequel il y a tous les composants que le client nous envoie pour qu'on fabrique son produit. On a évolué donc vers un positionnement d'intégrateur, c'est-à-dire d'industriel capable de prendre un package encore plus important, une partie plus importante de fabrication. Donc on a développé un bureau d'études en interne, en parallèle de notre solution d'ingénierie qui existait déjà. On a des bureaux d'études dans nos usines. On a développé notre chaîne d'approvisionnement propre. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de ces paniers garnis, de ces petits cartons qui arrivent chez nous avec les composants du client, sauf lorsque le client les fabrique lui-même, ce qui est compréhensible. On a une chaîne d'approvisionnement partout à travers le monde. On a une équipe de presque une dizaine d'acheteurs approvisionneurs qui achètent en Asie, à travers l'Europe, en Amérique, enfin partout où les composants sont les moins chers, les plus rapides à fabriquer. On a également injecté, on en reparlera après peut-être, on a injecté de l'industrie 4.0, non seulement dans l'usine, mais également dans le bureau d'études. On a là aussi pris des engagements vis-à-vis du client qui sont plus challengeants. On se permet d'aller voir le client en disant mais finalement votre conception là, dont vous nous avez fait passer les plans, on n'est pas d'accord. Nous on pense que votre armoire électrique, plutôt que de la fabriquer comme ça, il faudrait la fabriquer avec un premier étage, un deuxième étage, un troisième étage indépendant. Comme ça on met en place une mini chaîne de fabrication. Les personnes qui travaillent sur le premier étage peuvent apprendre beaucoup plus vite à fabriquer le premier étage. Les autres sur le deuxième étage en parallèle apprennent aussi beaucoup plus vite. On fait des gains de productivité, on fait des gains de cycle de production. Et puis on vous propose un test automatique plutôt que d'envoyer à chaque fois un petit courant électrique dans l'armoire. On vous fournit un testeur automatique que vous allez pouvoir garder pour vous. Bref, c'est ça, être intégrateur, c'est se permettre d'apporter des solutions à plus forte valeur ajoutée pour le client, le tout donnant un groupe ingénierie, intégration cohérent qui démarre à la prise en compte du besoin du grand client industriel et qui va jusqu'à lui livrer le prototype et la série. Et voilà la stratégie du groupe Ametra. Et du coup, l'acquisition récente de Styrel, c'est pour justement monter encore dans la chaîne de valeur, pour pouvoir répondre à des appels d'offres parfois plus complexes, parce que la proposition est forte. Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que ça peut vouloir dire que le groupe Ametra, demain, va avoir aussi dans sa stratégie de la croissance externe, aller identifier des partenaires, faire des JV, en gros, élargir un petit peu différemment la manière dont elle alimente sa propre croissance? Effectivement, Styrel que nous venons de racheter n'est pas un one-shot. On envisage de racheter d'autres sociétés qui viendraient compléter notre offre dans la mesure où il y a une vraie cohérence
pour le besoin final du client. Stirel, c'est une société qui conçoit et qui fabrique des bancs de test et des PC durcis pour des industries similaires à celles que Ametra adresse déjà. Donc c'est une société qui permet de renforcer, d'augmenter encore la valeur de ce que nous apportons. Je donne un exemple. Il y a 5 ans peut-être, Safran, qui nous a présenté la société Stirel, nous a dit on a besoin d'un nouveau banc de test pour tester les cœurs électriques des avions. Donc gros équipements électriques à l'intérieur de tout avion. Il y a un ou plusieurs cœurs électriques. Et nous, à Metra, nous avons conçu d'un point de vue mécanique, d'un point de vue électrique, d'un point de vue électronique, le banc de test. Nous l'avons ensuite fait fabriquer dans nos usines. Nous l'avons assemblé chez le client final Safran. Et c'est Stirel, à ce moment-là, qui a mis la couche logicielle, la couche intelligente du banc de test. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec cette société. Donc, on a été très heureux de pouvoir les racheter en 2020. Si je comprends bien, ça va vous permettre de vous positionner sur des appels d'offres plus complexes ? Des appels d'offres plus complexes et des prestations plus larges, plus importantes. On peut aller jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros sur un engagement forfaitaire d'une affaire que nous livrons aux clients et pour laquelle on garantit qualité coût délai aux clients. Et l'internationalisation sur les acquisitions, ça peut être quelque chose d'envisageable, puisque vous êtes installé en Inde, vous êtes installé en Tunisie. Il peut y avoir aussi des targets intéressantes là-bas d'un point de vue industriel qui permettent aussi de mettre un pied dans la porte et de rentrer sur le marché. Est-ce que c'est des choses que vous regardez ? Pas évidemment violer le secret. Je ne vais pas vous dévoiler tous les dossiers que je suis en train de regarder. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être en tout cas anticipé dans la stratégie ? Oui, pour répondre à votre question, oui, Ametra regarde à l'étranger aussi potentiellement des acquisitions dans la mesure où cela nous permet encore une fois d'apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients. On sait qu'on a certains clients qui ont des besoins de projets franco-allemands avec les grands projets dans la défense terrestre et aéronautique entre la France et l'Allemagne. Donc on a des clients qui verraient d'un bon œil le fait qu'on puisse avoir des compétences d'un côté et de l'autre du Rhin. Lorsque nous nous sommes implantés en Inde, nous l'avons fait sous forme de JV, effectivement, parce que nous pensions que s'inscrire dans la durée avec un acteur local était la bonne stratégie pour apporter à nos clients une fabrication locale. Oui, vous l'avez fait pour répondre à une commande du Rafale. Et le Rafale, justement, c'est votre atout numéro 1 pour vous propulser à l'international ? Alors, le Rafale est un excellent atout pour la France en général et pour Ametra en particulier, mais j'espère que Ametra n'a pas que le Rafale comme atout. Vous avez raison, c'est pour suivre le contrat Rafale que nous nous sommes implantés en Inde, dans cette logique de marché de compensation qui, en quelques mots, est un principe selon lequel, lorsque Dassault, via l'État français, vend à l'Inde des Rafales, Dassault et l'ensemble des industriels qui vendent des équipements pour le Rafale à Dassault s'engage à acheter pour une partie de la valeur du contrat en produits industriels à forte valeur ajoutée sur le sol indien. Et donc Dassault dit à tous ses fournisseurs de rang 1 et 2, et Ametra est un fournisseur de rang 1 de Dassault, venez avec nous, installez-vous en Inde, fabriquez en Inde, et nous vous achèterons, puisque nous avons l'obligation de le faire, nous vous achèterons des équipements sur le sol indien. Et nous allons favoriser les sociétés qui sont implantées en Inde, non seulement pour leur acheter des équipements indiens, mais aussi pour leur acheter des équipements fabriqués sur le sol français. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans cette logique de filière et de marché de compensation, c'est que pour une société comme Ametra qui s'implante en Inde, non seulement nous augmentons notre chiffre d'affaires, nous augmentons notre activité, nous créons des emplois en Inde, mais surtout nous créons des emplois et nous augmentons notre activité sur le sol français parce que nous devenons des industriels privilégiés, des fournisseurs privilégiés pour l'ensemble des acteurs qui ont ces obligations d'acheter en Inde. Et parmi les secteurs qui sont ceux dans lesquels vos clients opèrent, il y en a un dont on parle beaucoup depuis maintenant 24 mois. Alors évidemment, il y a ce qu'on voit avec des étoiles dans les yeux, SpaceX, la fusée s'envoler avec malgré tout des interrogations sur le tourisme spatial. Mais est-ce que ce secteur spatial est en train d'être bousculé d'abord par ces initiatives privées qui viennent un petit peu bousculer les acteurs publics et parapublics traditionnels. Et est-ce que pour votre entreprise, pour le groupe Ametra, c'est un secteur d'avenir et intéressant à explorer ? Bien sûr, c'est un secteur d'avenir pour Ametra. D'abord, vous le disiez, on regarde avec des étoiles dans les yeux tout le secteur spatial. Quand je dis à mes enfants que chez Ametra, on fabrique des harnais qui vont dans le lanceur Ariane, ils ont envie de voir. Ils sont venus voir, d'ailleurs, dans l'entreprise, dans le Maine-et-Loire, chez Ametra Intégration, ces harnais qu'on fabrique pour Ariane. C'est quand même, ça fait rêver, c'est fantastique. Mais au-delà de ce côté passionnant et attractif du spatial, oui, c'est un secteur qui bouge, c'est un secteur qui est bousculé.
Toutes les initiatives privées américaines font bouger le secteur européen, évidemment, puisque Ariane se pose la question maintenant de lanceurs réutilisables, question qui ne se posait pas du tout il y a même 5 ans. Donc on voit bien que des interrogations venues des États-Unis arrivent dans notre secteur. Maintenant, il faut souligner quand même une différence énorme entre le secteur spatial américain et le secteur européen du spatial. Aux États-Unis, il y a un très fort financement du spatial par les pouvoirs publics. Donc, toute cette commande publique, parce qu'elle amène du volume au SpaceX, etc., permet de baisser le coût moyen du lanceur. Or, en Europe, non seulement nous n'avons pas ce volume de commandes publiques, mais en plus, nous avons des obligations de commander, de faire fabriquer une partie du lanceur dans chacun des pays européens qui a financé le lanceur. Alors, on comprend bien que chaque pays qui émette de l'argent veuille avoir son petit bout d'activité spatiale. Et nous, chez Ametra, on contribue à cette logique industrielle. Quand Ariane nous dit il faut acheter en Roumanie parce que la Roumanie a contribué, eh bien, nous trouvons un outilleur pour Ariane. Nous concevons en France les outillages pour assembler Ariane 6 et nous trouvons en Roumanie et nous pilotons un outilleur pour Ariane 6. Donc en tant qu'industriel français, on trouve des solutions pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trop rapidement jeter la pierre à Ariane. Il ne faut pas oublier que le financement américain et le financement européen, les contraintes américaines et les contraintes européennes sont très différentes. Et contrairement aux idées reçues, les États-Unis financent publiquement et sur fonds publics et la recherche et le spatial beaucoup plus que les pays du vieux continent dont on dit souvent que le public est très présent alors qu'il l'est moins qu'aux États-Unis. C'est très ouvert. Là, pour le coup, toute personne qui voudrait regarder les chiffres les trouve sur Internet très facilement. Et on continue avec Paul Boudre, directeur général de Soitec. On évoquait la pénurie des semi-conducteurs, la crise dans le secteur, les industriels qui souffrent. Mais alors, pour vous, c'est pratiquement une aubaine. Vous allez faire un exercice décalé, mais historique. Un exercice historique, oui, 45% de croissance. Notre année fiscale se termine à fin mars et l'enjeu, c'est un revenu de 975 millions de dollars et avec une profitabilité, un EBITDA, comme on dit dans notre jargon, de 34 à 35%. Donc oui, une croissance forte, une croissance très profitable. Et je reviens sur peut-être le commentaire que l'on faisait dans l'industrie de l'aéronautique. On a la même problématique, c'est-à-dire de remonter dans notre chaîne de valeur, parce que quand on parle de profitabilité, on parle de valeur. Et cette valeur, elle est associée ce que les politiques appellent souveraineté, on appelle leadership technologique. Et ce lien sur le côté leadership technologique, cette valeur qu'on amène, il faut la monter le plus haut possible dans notre chaîne. C'est-à-dire quels sont les grands donneurs d'ordre sur lesquels cette valeur sur laquelle nous travaillons va pouvoir être quelque part achetée à son juste prix. Donc, Soitec, on a fait un énorme travail dans ce sens-là. Depuis 2015, nous sommes remontés très haut dans la chaîne de valeur. Alors, un petit peu avec la même idée, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve la façon de communiquer avec ces grands donneurs d'ordre, alors que nous sommes une entreprise de matériaux et pas une entreprise d'électronique au sens large. Donc, il a fallu qu'on ressente toute notre organisation sur le client. Il a fallu qu'on aille chercher des talents qui n'existent pas dans notre monde à nous, du matériau, mais qui sont des talents qui ont cette compréhension de la chaîne, de la valeur, et qui ont accès à ces grands donneurs d'ordre, que sont Qualcomm, que sont Sony, que sont Apple, pour qu'ils puissent rentrer dans leur discussion sur leur roadmap technologique, comprendre quels sont les problèmes que ces grands donneurs d'ordre essayent de régler dans les futurs produits qu'ils sont en train de designer. Et à partir de ce moment-là, quand on a la traduction de ces problèmes-là, nous, on a mis en œuvre une plateforme qui est l'usine, enfin, notre compagnie, elle est basée sur une plateforme d'innovation qui est extrêmement forte, et on a de la chance d'être en France, parce que justement, c'est là où le public-privé, dont je parlais tout à l'heure, est fondamental. On a créé des équipes communes avec le CEA-Leti, c'est-à-dire que les ingénieurs et les chercheurs de Soitec et les chercheurs et les ingénieurs de CEA-Leti, ce sont des équipes communes, une plateforme de production commune ou de recherche commune, c'est-à-dire des salles blanches communes qui permettent
justement de travailler sur l'idée de nos grands clients et de leur ramener des prototypes assez rapidement pour démontrer la valeur qu'on peut trouver dans les matériaux. Donc tout ça, c'est fondamentalement important parce que si on parle de croissance et si on parle de croissance pérenne et si on parle de création de valeur, c'est fondamentalement basé sur l'innovation. Et quels sont les secteurs cibles pour Soitec dans les années à venir que vous avez pu identifier? Parce que 45% de chiffre d'affaires en plus en un an, j'ai comme l'impression que vous n'avez pas envie de vous arrêter là. Et que pour alimenter cette croissance, il y a aussi des secteurs qui vont sans doute avoir un peu plus d'attention que d'autres pour vous. Et on est crédible parce que, si vous voulez, en 2015, la valorisation boursière de Soitec, c'est 125 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards. D'accord. Notre chiffre d'affaires est autour du milliard et on a annoncé au marché que dans les 3 ans qui viennent, on aurait doublé ce chiffre d'affaires. Donc, oui, on a une très bonne idée sur là où on va et ce que l'on va faire dans les 3 prochaines années, voire même dans les 5 à 6 prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'on pilote la Soitec sur un plan stratégique. Chaque année, je mets pendant 6 mois à peu près un peu plus de 200 personnes dans l'organisation. On est 1800 aujourd'hui dans le monde. Mais sur un plan stratégique, en 3 phases, très ciblées. Parce que notre environnement bouge. Et bouge en permanence. Je vous parlais de la trade war et des réorganisations de la supply chain. Je vous parlais bien sûr de la pandémie avec l'évolution des technologies et ces nouveaux marchés qui s'ouvrent. Donc il faut très en amont que l'on décide où est-ce que l'on veut jouer et où est-ce qu'on a une chance de gagner. Et donc ce plan stratégique est fondamental et tous les ans, on a ces 3 séquences-là. Donc aujourd'hui, très simplement, on est déjà sur la 6G. Tout le monde parle de la 5G, mais on est déjà sur la 6G, en train de travailler avec nos grands partenaires sur les évolutions des technologies pour la 6G. On est bien sûr dans l'automobile. L'automobile, c'est ce grand marché où l'Europe, qui est, je dirais aujourd'hui, à ce leadership mondial dans l'automobile. L'automobile européenne, c'est fort et c'est fort dans le monde. Mais on voit bien que demain, la voiture électrique, c'est un smartphone avec des roues. Donc, quelque part, la barrière d'entrée, c'est plus du tout la même. Donc, les grands de l'automobile aujourd'hui travaillent bien sûr avec nous pour trouver justement ces nouveaux matériaux qui vont permettre d'eux. Et puis, cette intelligence artificielle embarquée qui va transformer nos vies. 70% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est quand même encore la téléphonie mobile. Oui. Dans 3 ans, dans 3 ans, ça sera quelle part ? Dans 3 ans, on va doubler le chiffre d'affaires. Ça sera 65%. Et les deux marchés que nous avons, que sont l'automobile et l'intelligence artificielle, représentera ce qu'est Soitec aujourd'hui, avec un peu plus de 35% de chiffre d'affaires. Et pour donner un exemple, pour montrer la diversification que nous avons, par exemple, sur votre smartphone, si vous avez un Apple, vous avez une reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, nous avons le matériau qui a permis de développer cette fonction. Vous avez tout ce qui est reconnaissance vocale. Donc quand vous dites que vous allez révolutionner la voiture, par exemple, avec les technos Soitec, ça peut faire partie de cette révolution à venir. Bien sûr. Donc on n'aura plus de problème d'avoir perdu ses clés. On sera reconnu facialement en rentrant dans la voiture. Vous avez solutionné beaucoup d'enquiquinement, non pas d'emmerdement, parce que c'est dans la période où c'est ce mot, mais d'enquiquinement pour un paquet de gens le matin. Absolument, oui. C'est ça l'enjeu. Quel est le problème qu'on essaye de régler ? Donc ces petits composants qui doivent toujours être on, toujours être fonctionnels, mais consommer très peu d'énergie, eh bien, ils ont besoin de ces matériaux. Voilà, ces petites caméras que vous mettez chez vous et qui vous permettent de contrôler votre appartement, eh bien, elles sont toujours on, mais elles sont sur la base de matériaux de Soitec. Vous nous avez expliqué tout à l'heure ce que vous faisiez, donc vous faites des disques de silicium. Est-ce que vous pourriez demain aller plus loin, faire d'autres semi-conducteurs dans le cadre de votre développement stratégique? Oui, c'est pour ça que, en fait, on a commencé. Bien sûr, notre cœur, c'est le silicium, mais on regarde d'autres matériaux. Je parlais tout à l'heure de l'automobile. C'est un matériau qu'on va appeler du carbure de silicium. C'est un matériau totalement différent. Et en utilisant notre technologie, on va pouvoir amener justement des innovations totalement nouvelles. Mais on est aussi dans l'intégration verticale. On a fait l'acquisition il y a 4 ans d'une société à Grenoble, Dolphin, qui justement est dans quelque part là le dessin des puces
C'est-à-dire, nos clients, quand ils veulent aussi utiliser nos matériaux, ils ont besoin de s'approprier toute l'intégration et l'intelligence qu'il va falloir mettre pour sortir la valeur du matériau. Donc on a fait cette acquisition il y a 4 ans et d'une société à Grenoble où on a un peu plus de 200 designers là, qui travaillent à aider nos grands clients à fabriquer leurs composants. On comprend que c'est une aventure collective. Soitec, vous disiez que vous aviez 1800 personnes avec 200 personnes qui revoient le plan stratégique tous les ans. Je crois que vous avez aussi une petite fierté, c'est qu'il y a 100% des salariés qui sont actionnaires. Oui, il y a 100% des salariés qui sont actionnaires. C'est une aventure formidable parce qu'on a pris des risques. Hein. En 2015, je dirais, garder les talents, c'est compliqué. Quand la société est au bord du dépôt de bilan, c'est compliqué. Il faut avoir une passion, il faut avoir une envie, il faut être entrepreneur, il faut être lucide aussi. Et on a commencé à créer les premiers plans en 2015 qui ne touchaient pas toutes les personnes de l'entreprise parce qu'on était quelque part en difficulté, mais dès que l'entreprise a été pérennisée, eh bien j'ai ouvert sur des plans qui touchent aujourd'hui 100% des employés. Et avec grande fierté, je dirais que les employés on a débouclé un plan au mois d'août qui a permis de partager 80 millions d'euros, je pense, sur ces employés. Donc je pense que c'est une grande fierté parce que j'ai pu recevoir des lettres d'opérateurs et d'opératrices qui, ça représente 1 an et demi de salaire, qui écrivent et qui disent j'ai pu envoyer mes enfants à l'université à Lille parce que c'est ce qu'ils voulaient faire et ça m'a permis de... Donc voilà, on est très heureux aussi de contribuer de cette façon-là. Mais Soitec, c'est une entreprise à la fois familiale, parce qu'il y a vraiment une envie portée par chacun des salariés pour que Soitec devienne une de ces entreprises du CAC 40 sûrement dans les prochaines années. Et vous restez avec nous, on va poursuivre tout de suite avec les bonnes notes du mois.